Quel bonheur. Bonsoir Zagba, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous avoir à dîner ce soir. A tout de suite, je vous laisse vous installer. Ma chère Cynthia, tu es magnifique, comme d'habitude. Je t'en prie. Reste juste à côté de moi. Un médecin, tout ce qu'il nous fallait à cette table. C'est ça. Merci. Docteur Kader Anissan, bienvenue Merci au dîner sans filtre. Merci. Cindy, mon Dieu, j'ai tellement entendu parler de vous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bienvenue au dîner sans filtre. My friend. C'est pour ça que je t'aime, non? Ouais, tu sais. Je t'en prie, installe-toi. Tu es juste à ma droite. Mon cher Alain, Ravi de te retrouver. mais pour moi aussi, c'est un vrai plaisir. Mais alors, tu seras en face de moi, je t'en prie, juste à gauche de Cindy. C'est dans le cliquetis incessant de ces couverts et de cette table magnifique que je vous accueille ce soir dans le dîner sans filtre, le seul rendez-vous où la société se met à table. Et ce soir, nous avons l'honneur d'être reçus dans la bibliothèque lounge, parenthèse, le restaurant, une référence gastronomique en Abidjan. Merci de votre présence encore une fois. Prenez place, détendez-vous, prenez un verre. Le dîner sans filtre va commencer. Ils sont bien installés, tous nos invités, et nous allons vous dire de quoi il va être question ce soir. Nous allons évoquer cet Abidjan qui nous est cher et qui fait face à une flambée des loyers qui fragilise classes populaires et moyennes. Et tandis que la Côte d'Ivoire enregistre 519 accidents et 164 morts depuis le 1er janvier 2026. Cela fait une moyenne de 4 morts par jour, plaçant la sécurité routière au cœur du débat public. Eh bien, nous allons également rouvrir le dossier sur la polygamie qui lui est relancé par des prises de parole publiques qui divisent la société en deux opinions tranchées ou pas. Et parlons des collectes en ligne pour personnalité. Quelles interrogations posent-elles sur notre société et son système d'entraide et de solidarité? Voici les thèmes que nous allons aborder à l'occasion de ce nouveau numéro du Dîner sans filtre sur Live TV. Merci encore une fois d'être des nôtres. Et je vais commencer avec la présentation de nos invités. Un médecin, vous êtes ivoirien, vous êtes engagé pour l'action et l'innovation à travers la GENAXI, cette Jeunesse nationale pour l'action. Vous êtes diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly et vous avez un parcours médical qui fait fierté. Vous avez fait médecine générale et communautaire, prévention et éducation sanitaire, vous faites la promotion de la santé publique et vous croyez mordicus du pont entre médecine, jeunesse et action sociale. Docteur Anissan Prince Kader, bonsoir. Bonsoir, madame Pascal. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'au-delà de ce que j'ai dit, de ce que vous êtes, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est à moi de vous remercier. Et comme vous l'avez dit, je suis Kader Nissan et par ailleurs, je suis médecin généraliste. Et à côté de cette casquette, je suis le président de la Jeunesse nationale pour l'action et l'innovation. Et je pense que dans la veine de cette organisation, nous avons même dans le mois d'avril une consultation foraine gratuite dans la zone d'Acoupé. On serait ravis de vous compter parmi nos invités ce jour. Merci infiniment, docteur. Alors, je suis sûre que tous ici, c'est vrai que vous êtes en très bonne santé, mais on fera passer l'information. Et puis, il n'y a pas à attendre d'être malade. Vous venez faire un petit bilan de santé. Alors nous, on va faire le bilan de cette société. On continue les présentations de nos convives. À votre droite, docteur, il y a Madame Cynthia Vaudier, experte en communication institutionnelle. Avec plus de 15 ans d'expérience, vous êtes passée par la banque quand même, il faut le dire. Une reconversion réussie en communication. Vous êtes certifié de HEC Paris. Vous êtes mentor d'une communauté de plusieurs jeunes. Vous avez été distingué parmi les 100 femmes leaders de Côte d'Ivoire
en 2025. Vous êtes co-auteur du livre Construire demain, coécrit avec Mohamed Nour Diarasouba, vous nous en parlerez, et vous militez pour un leadership éthique. D'ailleurs, vous organisez un événement important, il s'agit du Forum de l'image et de la réputation. Cynthia Vaudier, bonsoir. Bonsoir Pascal. Bienvenue au Dîner sans filtre. Merci de me recevoir. Alors dites aux téléspectateurs qui vous êtes et ce qui fait votre actualité. Alors je suis très heureuse de retrouver autour de cette table des connaissances et d'en découvrir également d'autres. Je travaille dans la communication institutionnelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'organise la 2e édition du Forum de l'image et de la réputation qui a eu lieu en 2024. Et donc cette année, nous repartons avec la 2e édition au mois de novembre. Et la thématique tournera autour de la gouvernance et de la finance. Eh bien, on a hâte de se retrouver en novembre pour ce prix de l'éthique dans le monde de la finance. Et puis, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Et l'autre femme, parce qu'il y en a 3 ce soir, hormis moi bien sûr à cette table, eh bien, elle est tout aussi brillante parce que Cindy Lorraine Flaizan, vous avez remporté le Grand Prix panafricain du leader padel au Maroc. Mais vous n'avez pas fait que ça. Vous êtes engagée pour l'entrepreneuriat féminin. Vous êtes présidente du conseil d'administration du Club des femmes influentes, dirigeantes de Côte d'Ivoire. Vous êtes une femme influente. Cindy, présentez-vous pour ce dîner sans filtre. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de vous avoir. Merci. Déjà, c'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis Cindy Flaizan, Lorraine, past présidente du Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, actuelle PCA du Club des femmes influentes et dirigeantes, fondatrice et directrice générale d'un cabinet d'experts en interprétariat et traduction appelé RBI Universal Languages. On sait que vous allez réunir bientôt plus de 20 000, voire 30 000 femmes autour d'une thématique. Vous voulez nous dire ce que ce sera? Alors, nous souhaitons organiser la foire de l'entrepreneuriat féminin en réunissant plus précisément les femmes qui sont en zone rurale et aussi celles qui sont en zone urbaine. Voilà, autour d'une thématique pour qu'elles puissent avoir toutes les informations qu'il faut ainsi que les opportunités pour mieux développer leurs activités. Eh bien, c'est tout à votre honneur. Zagba le requin. Ce soir, Dokui Oscan. Zagba le requin, vous êtes un Abidjanais pur jus. Vous êtes membre, une figure emblématique de la nouvelle génération de musiciens et de chanteurs ivoiriens. Vous êtes membre de la Team Peya, qui nous a fait danser lors de la meilleure CAN jamais organisée en Côte d'Ivoire, aux côtés de Samo Samo, Doupi Papillon, Nukuloba et Toumalewe. J'ai cité tout le monde. C'est ça, c'est ça. Bien. Tout est bon. Tout est bon. Alors, Zagba le requin, vous êtes le fils d'une figure importante des médias de Côte d'Ivoire, puisque vous êtes le fils de Paul Dokui, et vous avez eu une enfance plutôt normale, standard, et puis est arrivée la crise qui vous a permis, en passant par diverses épreuves, de développer votre résilience. Et aujourd'hui, vous êtes là, c'est vrai, pour nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et ce qu'est votre actualité à venir. Bonsoir Zagba. Bonsoir, merci beaucoup. D'abord, merci d'avoir invité Zagba ici. Voilà, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, Zagba, c'est un artiste chanteur et producteur, opérateur culturel qui exerce dans la culture, aussi propriétaire de plusieurs espaces et tout. Je débute aussi, j'ai fait mes petits pas en tant qu'écrivain. Voilà, j'ai fait sortir une œuvre, ma première œuvre, et je travaille pour faire sortir une deuxième. Oui. Et j'essaie d'être aussi, à travers tout ce que j'ai vécu, comme sur le bon côté, le mauvais côté, j'essaie de montrer aussi la voie à suivre à mes petits frères, à mes amis qui sont beaucoup installés sur certains nuages et tout, pour montrer que même quand tu rêves, il faut t'élever pour mettre le rêve en pratique.
C'est un peu ça le Zagba. On peut rêver et puis avoir les pieds bien ancrés au sol. Vous avez été élevé en 2024 au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite national ivoirien. C'est vrai que vous n'êtes pas seulement un artiste, vous êtes un businessman, vous êtes un leader, vous êtes un survivant qui a choisi, alors je vous cite, de manger pour ne pas être mangé. C'est le cas ce soir, on va manger, on va pas se manger, enfin peut-être un petit peu. Et vous êtes le patron de Ziguinchor Prod. Zagba, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Vous avez vraiment fait danser non seulement la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et le monde entier. Merci Bravo, beaucoup. félicitations. Merci beaucoup. À côté de vous, il y a Isabelle Vauvor. Vous avez un parcours qui mérite admiration. Vous êtes diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris. Vous êtes spécialisée dans les médias et les relations publiques. Vous avez une ONG, Agir Ensemble. J'ai eu l'opportunité, durant ces longues années où nous nous sommes côtoyés, de voir combien de fois vous étiez engagée. Vous avez également le rôle de communicante politique. Vous êtes chroniqueuse politique également. Et aujourd'hui, vous êtes ce soir avec nous. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Bonsoir Pascal, c'est un honneur en tout cas de partager cette table avec toi, mais surtout avec tout le monde. Voilà, je connais quelques visages déjà. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas totalement, donc Isabelle Vauvor, communicante institutionnelle et politique. Voilà, au-delà de la télé, c'est ma passion de faire de la communication et surtout d'être sur le terrain politique. Et certains m'ont déjà vu, en tout cas, beaucoup agir sur Abobo. C'est vrai, c'est vrai. Clin d'œil à mon voisin. D'œil au bougon. Ça va être intéressant. Petit clin d'œil, on a commencé ensemble cette émission sur Live TV, toujours le petit poteau politique. Une expérience qui vous inspire quoi aujourd'hui? Tout simplement que la jeunesse a sa place en politique, surtout la femme a également sa place en politique, à sa voix à porter. Voilà. Moi, ça a été une expérience exceptionnelle, surtout humaine, voilà, parce que j'ai beaucoup appris et surtout j'ai reçu beaucoup d'amour du public. Et ça, vraiment, je tiens à les saluer pour ça. Merci Isabelle. Et après vous, Isabelle, un cadre de la communication, un journaliste, consultant en communication politique, a un profil hybride parce qu'il est également issu des médias, il fait de l'influence, il a 30 ans d'expérience professionnelle, il est à la croisée de tous ces mondes médiatiques, radio, télé, presse écrite. Vous êtes bien adapté au digital, n'est-ce pas? Et vous êtes également conseiller en stratégie politique, conseiller en stratégie d'opinion. Vous influencez vous aussi à votre façon les dirigeants et les institutions politiques. Alain Toussaint, ai-je tout dit? Oui, je pense que vous avez tout dit, mais on ne va pas insister sur la trentaine d'années d'expérience pour ne pas paraître plus vieux qu'il ne paraît. Sinon, je risque de me faire moqué par Isabelle, mon amie d'Abobo. Non, je pense que vous avez tout dit. C'est plusieurs vies en fait. Voilà, de la radio d'abord, Radio France, en Europe, ensuite l'univers politique en Côte d'Ivoire que j'ai découvert en 2001. Et puis revenu dans les médias à partir de 2011 et un nouveau retour en 2020. À vos côtés d'ailleurs, à Live TV. C'est vrai. Et puis bien entendu, des collaborations avec des institutions ou des responsables politiques. Voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup parce que je pense que nous avons l'opportunité, et je le dis aussi en pensant à Isabelle, d'être associés à la prise de décisions politiques. La fonction de conseiller en communication, telle qu'elle est perçue par exemple aux États-Unis, c'est une responsabilité politique. Nous sommes là pour orienter, pour aider à la prise de décision. Ce n'est pas forcément un habillage que nous faisons lorsque nous travaillons aux côtés des acteurs politiques. C'est un métier qui me plaît. Steven Bédi, vous êtes un visage inspirant, vous le savez. Push, hein. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait une opération sur Push, donc après cette émission, on va en parler très étroitement. Mais ce qui vous caractérise, c'est que vous portez votre foi chevillée au corps et c'est fort de cette foi que vous menez tambour battant vos affaires. Steven Bédi, qui êtes-vous? Oh, j'ai plus envie de parler. Bon, écoute, merci Pascal de me faire participer à
ce dîner ô combien haut en couleur, j'ai envie de dire. Steven Bedi, sous d'autres frères connus sous le nom de champion national de Jésus, et puis fondateur de Push Côte d'Ivoire. Par ailleurs aussi président d'honneur du patronat des startups, le CI20. Rappelez-nous ce que c'est Push Côte Alors d'Ivoire. Push est une carte bancaire à destination des salariés non bancarisés et des acteurs du secteur informel, principalement. Mais aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Je pense qu'on va upgrade un peu. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est plus d'1 500 000 clients, plus de 4 000 agences dans la Côte d'Ivoire et tout ça. Et donc on a réussi quand même à transformer à digitaliser l'ensemble de la filière café cacao de Côte d'Ivoire. Donc la carte du planteur, c'est nous aussi. Donc c'est un pari qu'on a pris et qui a réussi quand même à changer la vie des populations. Et à côté de ça aussi, je suis très engagé dans l'écosystème startup. Et j'ai une belle histoire avec Cynthia, avec Isabelle aussi, par rapport à la loi startup qu'on a réussi à faire voter à l'époque, le fonds de financement des startups, Startup Boost Capital également, dont il y a eu la lourde charge de rédiger l'entièreté du mode opératoire. Et puis, et donc pour les startups, on a fait plein de choses, le SACN et tout ça. J'allais oublier, Prix national d'excellence 2025. En 2025, voilà. Vous êtes dans la catégorie contribution à la vulgarisation numérique et à l'innovation, ce n'est pas rien. C'est ça aussi. Dans la foulée des prix, du coup, ambassadeur de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire, premier start-upper africain décoré de la prestigieuse médaille du Sénat français. Et plein d'autres choses que vous êtes, Steven. Et aujourd'hui, vous avez été le premier président du CI20 parce que vous avez créé le patronat des startups ivoiriennes. C'est ça. Et puis vous avez quitté votre mandat, vous avez quitté votre poste en fin de mandat, c'est ça? Moi, je dis ça, je dis rien. Pourquoi quand on parle de quitter son poste en fin de mandat, tout le monde est Non, mais crispé. limite, tout le monde m'agresse à Abidjan. T'as quitté? Oui, ne vous énervez pas. J'ai suivi un petit peu, mais Exactement, vous savez, exactement. c'est une C'était au question de premier. statut. Vous en êtes aujourd'hui le président d'honneur. Vous avez Ah aussi non, lancé j'aurais le pu Club continuer. 50. Sauf que le premier jour, donc le jour du lancement, j'ai dit que je ne ferais qu'un seul mandat. Et c'est ce que j'ai fait et Dieu merci, les livrables sont encore palpables. Mais vous savez que vous auriez pu en faire 3 autres. Oui, totalement. Vous avez modifié les textes? Oh, pas eu besoin. On va couper tout ça. Pas eu besoin. Alors, Donc, voilà, donc pour atterrir maintenant sur ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'on se lance dans un autre pari fou. On a lancé le 10 décembre au Sofitel, en présence de plusieurs membres du gouvernement, justement, l'initiative Tinimo, qui va permettre aux populations ivoiriennes d'accéder à la propriété via la location-vente. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Après avoir bancarisé les populations oubliées, on va essayer de les loger maintenant. Et puis voilà. Alors c'est parfait. Pendant que les serveurs, toujours aux petits soins, que j'aimerais remercier et saluer les serveurs de Rim Chalabi, avec à leur tête le chef Ali Adla qui nous sert ce veau blanc mi-cuit en carpaccio, façon tonnato au thon, capres et anchois. On va parler des loyers. Vivre à Abidjan, est-ce que c'est devenu un luxe? Est-ce que cette flambée des loyers qui est décriée recompose le paysage socio-démographique? La demande excède largement l'offre. On sait qu'il y a un besoin pour Abidjan d'au moins 800 000 unités. C'est énorme. Et je ne vous parle pas de Bouaké, de Yamoussoukro, de San Pedro. Alors, quelles sont les causes principales de la hausse des loyers à Abidjan? Est-ce que les politiques publiques mises en place actuellement suffisent? Dites-nous ce que vous en pensez de cette thématique qui secoue aujourd'hui la capitale et bien au-delà. C'est un sujet qui interpelle à la fois le décideur public, l'acteur économique, les responsables de famille, parce que pendant des années, l'investissement qui aurait dû être fait ou pu être fait n'a pas été fait. Ça, c'est depuis quelques décennies déjà. Parce que l'initiative a été laissée évidemment aux opérateurs privés, alors que l'on aurait pu prévoir une vraie politique publique de construction de logements à la fois sociaux d'un certain niveau, etc.
La population d'Abidjan grandit chaque année, alors que le nombre de logements, vous avez dit 800 000 unités, mais je pense que c'est même au-delà. On parle d'un déficit qui tourne autour c'est un estimatif, d'1 million, effectivement. quasiment, et d'ici 2030, c'est-à-dire dans moins de 4 ans, on risque d'avoir une vraie crise du logement, parce que tous les programmes qui se développent aujourd'hui sont des programmes réservés à une certaine catégorie de la population. Mais ceux qui n'ont pas les revenus nécessaires, comment devront-ils faire pour pouvoir se loger? Et je pense que c'est là où la décentralisation ou la déconcentration des pouvoirs doit pouvoir se faire, notamment en donnant plus de moyens au niveau de la loi déjà aux collectivités locales qui peuvent créer des entreprises pour construire des logements accessibles, disons plus accessibles à la population. Tout ne peut pas être que l'affaire du privé. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans des pays voisins. La chance de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir des investisseurs privés, notamment, qui ont décidé d'apporter des réponses dans ce secteur, notamment. Il y a d'autres pays où le développement au niveau immobilier ne se fait pas au même rythme que la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il faut peut-être que l'État ait le courage d'accepter de décentraliser, ce qui permettrait, par exemple, de pouvoir créer des offices municipaux de logement, les collectivités locales pouvant faire appel à des opérateurs privés, mais le parc immobilier ainsi constitué serait géré par les mairies. Je pense qu'il faut peut-être apporter d'abord une réponse au niveau de la loi et après trouver l'adaptation qui convient. Mais on ne peut pas, face à cette crise-là, se limiter juste à quelques décisions que je trouve parfois un peu cosmétiques. On nous dit qu'il faut encadrer notamment l'accès au logement pour ceux qui sont en location, 2 mois d'avance, 2 mois de caution, les frais d'agence, etc. C'est bien, c'est déjà un pas important. Qu'est-ce que vous proposez, Alain Toussaint? Moi, je souhaite qu'on donne plus de pouvoir aux collectivités locales, que ces pouvoirs, que ces collectivités, les mairies, les conseils régionaux, que ces collectivités puissent être soutenues par des institutions bancaires. Elles peuvent investir dans l'immobilier, étendre les parcs. Qui serait un meilleur garant que les individus, et ces individus-là iraient vers leur collectivité afférente. Steven, oui. Du coup, moi, je pense qu'il est important de rappeler pourquoi les loyers montent. Je pense que Steven, pourquoi les loyers montent? C'est la base de la conversation. C'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des immeubles aujourd'hui qui ont poussé ces 10 dernières années à Abidjan ont été financés en partie, sinon en entier, par des banques. Donc, le propriétaire doit payer ses traites. Donc, c'est pour ça que le propriétaire, lui, il n'a pas d'autre choix que chaque 2 ans, parce que la loi l'y autorise, à augmenter le loyer de 10%. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a un sujet sur le foncier, ça tout le monde sait. Pour sécuriser le foncier, c'est tellement difficile que quand on arrive à sécuriser un foncier, son prix explose. Donc, le coût du foncier fait que le coût même du bien immobilier explose et tout ça, et donc ça va ça va crescendo. Et le troisième sujet, c'est qu'il y a l'offre et la demande. Donc le déficit de 800 000 logements est tel qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes en demande. Bon, ça c'est la démographie. Il y a plus de personnes qui demandent des logements que des logements disponibles. Alors, l'approche aujourd'hui, c'est que l'État, depuis 2011, avait essayé de mettre en place un plan présidentiel, justement. Il y a eu effectivement 1, 2 ou 3, voire 3 programmes d'urgence pour faire accéder les populations aux logements sociaux et économiques. Exactement. Qui ont marché à un moment, mais qui ont eu des freins du fait des VRD. Bon, tout le monde se tire un peu la couverture. C'est la faute de l'État qui n'a pas envoyé les VRD. Alors VRD, vous nous direz, c'est les voiries, les réseaux l'eau, de le courant, distribution. les réseaux de distribution et tout ça. Donc vous avez des logements qui étaient totalement finis à Songon, mais l'eau et le courant n'étaient pas encore arrivés. Donc aujourd'hui, l'État a fait un truc qui est important, c'est que l'État a fait son mea culpa. Et il a dit peut-être que
là, j'avais mal fait. Alors, l'État a lancé une autre zone à Passongo qui s'appelle Aoué, où il a mobilisé le secteur privé pour pouvoir réussir cette fois-ci sur 512 hectares, je crois, la mission d'accès au logement. Alors, une fois qu'on sait ça, on sait que de toute évidence, le loyer ne va pas aller vers le bas. Il ne va faire que monter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, nous, la solution qu'on a apportée en créant justement Tilimo, qui est fortement encadré et poussé par le gouvernement, on a réuni un certain nombre d'acteurs privés pour remettre en place la seule chose qui a toujours marché dans ce pays, c'est la location-vente. Pour vous, c'est la solution ultime, la location-vente, pour accéder au logement? Pour 3 raisons. Mais qui peut accéder... Il y a aussi Exactement. une réalité économique. Pour 3 raisons. Pour 3 raisons, ça peut... Donnez-nous ces 3 La raisons. première raison, c'est qu'on est dans un pays avec 90% d'emplois informels. D'accord? Et quand on prend ça, dans le peu de gens qui restent, on a moins de 19% de taux de bancarisation. Quand on prend ça, dans le peu de gens qui restent, on a moins de 8% de crédit hypothécaire. Donc ça veut dire de crédit immobilier, donc il faut juste oublier cette voie-là. En face de ça, on a la Côte d'Ivoire qui est deuxième au PIB par habitant. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique économique, c'est juste que les gens ne mettent pas leur argent à la banque. Quand on sait cela, ce n'est pas aux personnes de s'adapter. C'est à nous de nous adapter au modèle économique comme ça a été fait en Malaisie, à Singapour et dans d'autres pays qui ont bien voulu adresser le problème selon leur réalité à eux. Donc, quand nous, on a compris ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé avec Sar Assurance la première garantie loyer impayé qui couvre jusqu'à 12 mois de loyer impayé. Ce qui permet déjà de faire de la location-vente. Et nous, ce qu'on dit, c'est que n'importe quel Ivoirien, commerçant, entrepreneur culturel, salarié, va sur tilimo.com, il ouvre son dossier locatif et il paye juste son loyer actuel à son propriétaire actuel par mobile money, sans frais supplémentaires, juste pour qu'on puisse lui attribuer une crédibilité locative. Et partant de cela, nous, parallèlement à ça, c'est très simple, on achète avec nos banques partenaires, on achète des logements cash qu'on met à la disposition de nos meilleurs locataires en location-vente. Alors, Steven, j'aimerais susciter quand même un petit peu le débat. Ce que vous nous dites, c'est que le propriétaire, il doit à la banque et donc, avec cette contrainte-là, il augmente son loyer tous les 2 ans parce que la loi le lui permet. Et là, vous nous proposez une solution qui est totalement basée également sur des fonds bancaires. Est-ce que vous y croyez alors que vous venez quelque part de dire que ce système-là ne sera pas viable? Je vais dire Zagba le requin parce qu'on vous connaît plus sous ce nom que sous le nom d'Oscan. Vous y croyez-vous à cette question de location-vente et au fait que oui, la location, ce sera accessible pour tout le monde? La location-vente, oui. Moi, je pense sincèrement, je crois plus à la décentralisation. Abidjan est saturé. Abidjan est vraiment saturé Et comment parce on que fait pour Abidjan saturer est trop saturé avec le taux de naissance, avec nos pays, tous ceux qui rentrent. Abidjan est vraiment saturé. On se retrouve aujourd'hui à Angrestar 90. Tout le monde veut rester vraiment à Abidjan. Moi, personnellement, comme ça, j'ai décidé d'avoir, de souscrire ma première maison à Bassam. Parce que quand je calcule un peu le coût, je vois une maison à 300 millions. À 250 millions, une villa, tu vois, sur 200 mètres. Mais qu'est-ce que ça va faire pour avoir 200 millions, 300 millions pour aller faire... Mais d'où ça vient, cette flambée des prix? Oui, après aussi... Dans un pays comme le nôtre, on a des 3 pièces, des 4 pièces à 200-300 millions, mais un petit peu dans le carré d'or aussi. C'est une égalité. On va dire Cocody, Marc Horizon 4. Il suffit juste de mettre un nom américain sur une zone et puis ça devient cher parce que je suis allé à Bata Village. On te dit à Bata Miami Village. Dans le Miami est venu mettre à 150 millions. Sinon on est encore au village. Voilà, donc là c'est encore très compliqué. Moi, franchement, et tous ceux qui m'entourent, j'ai dit juste, Abidjan est un peu compliqué pour nous. On ne pourra pas. Et ça met aujourd'hui, tout le monde est dans la construction, comme mon frère a dit. Tout le monde est dans la construction. Tout le monde aujourd'hui, comme par magie, tout le monde construit, tout le monde, c'est normal qu'ils ont bénéficié des prêts bancaires et tout. Je veux que vraiment que l'État regarde vraiment un peu tout ça. Les gars, comme Papa tout ça a dit, il faut que l'État vraiment regarde, vu le problème, qu'ils puissent mettre des logements. Et aussi, il y a des anciens systèmes il y avait où on pouvait payer les maisons sur 3 ans, 4 ans, Même 5 sur 15-20 ans. Sur 15-20 ans. C'est une réalité, c'est ça. Isabelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà on a parlé de la problématique de la flambée des loyers, c'est-à-dire c'est lié à la démographie, à l'offre et la demande, etc. Mais
on a parlé des initiatives privées, mais il y a aussi l'initiative gouvernementale. Tu l'as souligné tout à l'heure avec donc les programmes présidentiels. Ça a été le cas à Bobo, par exemple, au mois de février. On a lancé justement un programme présidentiel de 5000 logements. Alors, les logements vont des logements sociaux, économiques et de standing. Donc, du coup, tout le monde s'y retrouve. Et bien entendu, avec la formule adaptée, qui est donc la location-vente, ce qui permet justement à la majorité des populations de pouvoir acquérir un bien. Bien entendu, au-delà de tout ça, il faut aussi parler de décentralisation comme c'est le cas, mais c'est aussi le cas parce qu'à Yamoussoukro, il y a également un programme présidentiel de logement de standing pour pouvoir y habiter. Après, ce qu'il faut remarquer, c'est vrai qu'on parle beaucoup de décentralisation, mais à un moment donné, quand on affecte certaines personnes à l'intérieur du pays, etc., ils cherchent tous en fait à rester sur Abidjan. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de sensibilisation aussi à mener auprès des populations pour comprendre justement la pertinence de pouvoir aller à l'intérieur, parce qu'on a besoin justement de plusieurs services là-bas. Quand vous dites les logements sociaux seront accessibles, vous avez pris l'exemple de la commune d'Abobo qui met en place un programme de 5000 logements. À partir de combien? Merci beaucoup. 5 000 logements. 5 000 logements. 5 000 logements. À partir de combien, Merci très beaucoup. précisément, pour un couple qui est dans l'informel, pour une famille qui est dans l'informel, Merci beaucoup. on peut leur dire, vous aurez accès à ces logements, parce que si on demande une caution de plusieurs millions, Justement, c'est là où... est-ce qu'on peut rentrer dans des logements en location-vente à partir de 100 000, par exemple? C'est Soyons là où concrets. la garantie joue. C'est là où la garantie joue justement son plein rôle. Tout à l'heure, il a parlé justement de sa assurance. Bien entendu, au niveau justement de la commune d'Abobo, il y a une garantie parce que le partenariat a été signé avec Sablux, qui permet justement d'avoir cette garantie au niveau donc du financement des différents logements. Ce qu'il faut savoir sur les programmes présidentiels, c'est qu'ils sont différents. Les logements sociaux, il faut avoir monsieur, madame, maximum 400 000. Maximum, pas minimum. De revenus cumulés. De revenus Et cumulés. quand on est dans l'informel, comment on prouve cela? 400 000. 400 000 maximum. Ça veut dire que Actuellement, nous, on ne peut pas avoir accès à la location-vente via le programme présidentiel. Docteur, Bon, vous déjà, moi, croyez- personnellement, en ce qui concerne ce sujet, moi, je suis déjà inquiet. Hein. Voilà. Pourquoi vous êtes inquiet, Je suis docteur? inquiet à travers les interventions que j'entends. Personnellement, depuis un moment, il faut remarquer que l'État a arrêté d'affecter Abidjan. Je prends en tout cas le cas de la santé. Je pense que la majorité de ceux qui sortent maintenant, que ce soit par recrutement, que ce soit par concours direct, l'État a compris que Abidjan est saturé. Donc quand l'État affecte, ils affectent à l'intérieur. Donc je pense qu'en ce qui concerne le volet essayer de désengorger Abidjan, l'État a déjà commencé ça. Mais ce qui m'inquiète encore le plus, c'est que dans cette question de cherté des loyers ou bien peut-être l'augmentation des loyers, mais il y a deux volets. Le premier volet, c'est la question des cautions et les mois d'avance. Mais au même moment, il y a le coût même du loyer par mois. Je ne sais pas si on se comprend. Mais attends, je peux me débrouiller peut-être pour cotiser 1 million pour entrer dans une maison. Mais si la maison coûte 300 000 francs chaque fin du mois, je dois avoir combien pour pouvoir supporter cette maison-là pendant 10 ans? Mais c'est là même, c'est là même, c'est là même Les le véritable spécialistes souci. nous disent que le bon ratio sur le coût de votre logement par rapport à votre salaire, je crois que c'est un quart, c'est ça? Un tiers. Un tiers. Un tiers. Oui, allez-y. Donc vous vous imaginez, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est un citoyen lambda qui habite un studio qui doit payer 150 000 francs dans Abidjan, là, le studio. Studio américain. Il a juste mis le nom américain dessus et automatiquement ça devient 150 000. C'est ce qu'il disait. Donc, c'est ce qu'il disait, véritablement, moi je Oscar. pense que le problème se situe au niveau même de la mensualité même de la maison. Et quand on prend cette question de loyer, je pense qu'il y a trois acteurs. Le premier acteur, il y a le bailleur. Le deuxième acteur, il y a le locataire. Et le troisième, comme tout ceci se passe dans un pouvoir politique, il y a Le l'État. régulateur, Voilà, il y a c'est-à-dire l'État. Dans un premier temps, si on devait interroger, bon, les deux ne vont pas se mettre ensemble et puis celui qui va payer le prix, c'est le locataire. C'est-à-dire que les deux sont forts, c'est le locataire seul qui souffre dans tout ça. Et pourquoi je le dis? Imaginez-vous un temps soit peu. Le bailleur, c'est-à-dire que ce dernier en question, il s'arrange, il vient construire sa maison.
aucun bailleur, quand il finit de construire sa maison, quand il finit de dépenser ses millions, quand il regarde son compte bancaire, tout de suite, il veut rattraper l'argent qu'il a dépensé. Directement. Donc, directement, ce qui vient dans sa tête là, s'il n'est pas recadré par l'État, mais il va dire que ma maison là, c'est 1 million, ben c'est 99 millions. Parce que quand il regarde son compte a beaucoup baissé. En réalité, on est dans une économie libérale. C'est ça. Donc, l'État joue sa part. Comme ça a été fait, justement, ils ont encadré le nombre de loyers à verser et la caution également à verser. Mais c'est de négociateur à négociateur. C'est-à-dire que vous êtes le locataire, moi je suis le propriétaire, on négocie ensemble. Vous allez voir dans un immeuble, il peut y avoir le même standing d'appartement, mais vous allez voir une disparité au niveau des loyers, tout simplement parce que vous avez réussi à négocier avec moi à bas prix et l'autre n'a pas réussi. Donc, du coup, quand on voit Ah non, là, il s'appelle immeuble personnellement C'est illégal. normal, on laisse les actes. Non, ça existe, mais c'est pas la norme en vrai. Mais justement, Combien c'est pour vous de dire, bailleurs c'est pour vous aujourd'hui dire, discutent avec les locataires? Alors, on Une va question de laisser, loyer. je laisse Isabelle terminer. c'est pour vous dire qu'on est dans une économie libérale et que justement les négociations se font de façon bilatérale, voilà, et ça peut échapper justement à l'État, ce contrôle-là, parce que l'État ne peut pas intervenir sur tout non plus. Donc, du coup, les loyers, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas envie de citer des exemples, mais il y a des immeubles qui existent ici à Abidjan où pour 3 pièces, vous allez payer 500 000, l'autre va payer par exemple 300 000 francs. Mais tout se joue justement sur la négociation. Tout ceci est normal, Cindy. Vous portez la cause des femmes. Je crois que vous avez un autre point de vue sur la question. Dites-nous. Alors, moi, je pense à la population qui vit dans la précarité actuellement. Vous savez, si on prend une personne qui n'arrive pas à avoir 150 000 par mois, est-ce que la personne ne peut pas être logée? Il faut penser à ça parce qu'aujourd'hui, les studios sont à 150 000 et plus. En tout cas, dans les zones comme Makori, Cocody et tout le reste. L'autre population est censée aller vers des zones plus précaires. Et on va atteindre un niveau où on aura une population qui vit dans le luxe et une autre dans la précarité. Bon, on sait que ça existe déjà, mais voir que c'est scindé en termes de quartier, il faut y penser. En termes de cherté de la vie, j'ai écouté ce que Isabelle Vauvard a dit tout à l'heure par rapport au gouvernement. Bon, j'aimerais dire qu'il y a une brigade de contrôle qui a été mise en place par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour contrôler les prix au niveau des marchés, les prix des produits alimentaires. Et le ministère de l'urbanisme peut mettre ça en place. Tout dernièrement, j'ai contacté une personne là-bas à qui j'ai proposé cela. Parce que, comme Kader l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse régulariser tout ce qui entre en ligne de compte au niveau des loyers. Ce n'est pas parce que le propriétaire doit une somme énorme que ça veut dire qu'il doit, comment on appelle ça, augmenter son loyer et porter préjudice au locataire. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, Ce n'est pas la jungle. Il faut que Est-ce que vous êtes pour un encadrement des loyers selon les communes, encadrement. selon d'autres critères? Bien sûr, un encadrement, parce que déjà, au niveau même des frais d'agence, actuellement, il est dit selon la loi que le locataire donne la moitié, le propriétaire aussi donne la moitié. C'est vrai, Steven? Oui, Pour les c'est- frais d'agence? C'est une loi Bien très sûr que c'est récente, oui. vrai, C'est très récent? Ouais, ouais, c'est. D'accord, donc les frais d'agence, c'est moitié-moitié. Hein. c'est moitié-moitié. Sauf que ce n'est pas actuellement Ce n'est pas respecté, ce appliqué n'est pas ni appliqué. respecté. Et Sauf faudrait pour qu'il les y ait- agences sérieuses. Alors même les agences sérieuses ne pas vraiment sur le respectent terrain pas. appliqué Et pour aujourd'hui, on a même les propriétaires, les bailleurs, qui eux aussi deviennent agents immobiliers. Ils deviennent des agents immobiliers. Ils vous disent de Pour payer. prendre le mois Bien d'agence. sûr. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on puisse régulariser cela, comme Kadel a dit, avec le gouvernement. C'est ce que moi je propose. Pour rebondir Et sur. je veux aussi On va dire bientôt qu'il terminer ce sujet, mais je vous qu'il laisse faut terminer qu'on Cindy. pense à la population qui vit dans la précarité. Merci beaucoup. Tout n'est pas censé rester dans un cadre parce que Est-ce que vous pensez que le logement, c'est un nouveau marqueur d'inégalité sociale? Est-ce qu'on repousse à la périphérie tous ceux qui ne peuvent plus se loger Oui, à effectivement. Abidjan? Effectivement, ça Bien va sûr, et arriver. tout à l'heure, vous voir, elle a parlé de négociations, mais ce n'est pas avec tout le monde que les négociations Avec existent combien en de fait. personnes même d'ailleurs? Parce que vous savez, la population qui vit dans la précarité n'a pas de voix en tant que telle, hein, c'est moi qui vous dis, elle subit. Donc, venir dire à un propriétaire, réduis ton loyer pour que je puisse y habiter, non. Déjà même qu'aujourd'hui, on demande même, comment on appelle les relevés bancaires. Oui, Des salaires.
On Ils demande veulent ça voir. pour que vous puissiez habiter dans une maison. Est-ce que vous seriez, vous, Cynthia, pour que, à l'achèvement d'un bien immobilier, les prix soient affichés par le propriétaire via un mécanisme et qu'il ne puisse pas les changer au gré de son humeur? Oui, alors moi j'aimerais déjà qu'on puisse reconnaître tous les efforts qui sont faits par l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, par le gouvernement aujourd'hui en matière de logement et d'ailleurs par rapport à toutes les problématiques que rencontrent les Ivoiriens. Il y a énormément qui est fait sur le terrain. Il y a un séminaire gouvernemental qui va bientôt avoir lieu où je sais que toutes ces questions vont être posées. Il y a un vrai développement du partenariat secteur privé, secteur public, comme Steven l'a dit tout à l'heure, avec des projets qui sont en train d'être déployés justement par niveau social. Donc déjà pouvoir reconnaître tous ces efforts qui sont mis en place aujourd'hui et ensuite je suis certaine qu'on parviendra à un accord entre locataires, propriétaires et etc. Et on parle beaucoup justement des locataires parce que c'est eux qui en parle pâtissent aussi le plus. d'accès à la Mais il faudrait qu'on regarde aussi du côté du propriétaire parce que justement construire aujourd'hui ça coûte extrêmement cher. Surtout quand on veut des logements de standing, voilà, il faut mettre le prix qu'il faut. Alors, Donc on dit que la tonne de ciment, alors il y a des références, hein, était à presque 90 000, filait vers les 100 000, et que grâce à l'action de l'État, elle est descendue, je crois, entre 72 000 et 78 000. Donc c'est toujours appelé l'État. Effectivement. C'est pas parce que l'État Moi, ne je pense travaille que pas. je suis pas- L'État fait beaucoup. L'État, c'est notre garant. On est obligé de tourner le visage vers l'État. Mais vous lui demandez plus, c'est ça? Non, on demande pas plus. personnellement, moi je pense que je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'ils Négocier avaient pour aller dit. dormir, Pourquoi je négocier le le dis? sommeil. Parce que négocier- depuis la nuit des temps, on est tous d'accord que venir construire un bien immobilier coûte toujours cher. Donc un propriétaire qui vient s'investir dans l'immobilier, il sait qu'il a des sous à dépenser. Il s'est Non. peut-être eu des temps ici où construire n'était pas aussi onéreux, même Non, si je- c'est on vrai, pa- à la on base, parle, ça on coûte parle cher. des 10 dernières années. Dans la nuit des temps, quand on construisait, les gens faisaient l'effort. Mauvais. Bon, peut-être que je ne choisis pas bien le mot, mais pour dire quoi? Pour dire qu'il ne s'est pas conseillé d'avoir tous ces sous et puis investir ça dans une maison qui ne va pas trop te rapporter. Donc, à la base, on sait que venir construire une maison ne rapporte pas trop. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que cette idée-là est encore valable? Non. C'est ce qui fait que plusieurs personnes au jour d'aujourd'hui sont devenues des investisseurs dans l'immobilier. Docteur, Parce est-ce que que tout vous le pouvez- monde gagne de l'argent Docteur, dans est-ce que vous l'immobilier. pouvez dire ça, Alain? Est-ce qu'on peut dire ça quand on voit tous ces immeubles qui poussent comme Oui, mais c'est parce que ça a comme changé, champignons justement, à justement, c'est parce que ça a changé maintenant dans l'immobilier de nos jours. Il y a de l'argent dans l'immobilier. C'est plus comme avant où les gens ne gagnaient pas de l'argent. Il y a de la demande parce que l'offre. Oui, elle- effectivement, justement, mais ça, c'est comme ça. Mais Ce qu'ils demandent là, mais ce qu'ils demandent, Il c'est faut qui? parler des propriétaires. C'est Mais nous. le propriétaire, vous connaissez sa charge, il y a la construction, il y a la gestion après, il y a le paiement des impôts. C'est pour la demande Donc, que tu as construit. effectivement, Donc tu effectivement, prends en compte la demande là. Alors, Effectivement. Tu joues sur la demande là. Est-ce que Et vous ta Non, avez- demande, non, c'est mais- que nous tu sommes vas- unanimes. Nous sommes unanimes que le bailleur on va dépense laisser assez d'argent. Kader Laissez- terminer. laissez- Tu lui proposes un Laissez-moi mouton. terminer. On va s'il laisser vous plaît. Kader terminer. Laissez-moi- Je vous assure, quand moi je rentrais en médecine, Boaké, maison où on peut prendre à 25 000. Au jour d'aujourd'hui, je parle de Boaké, hein, on ne peut plus avoir ça à 25 000. On te dit 50 000, 80 000, 100 000 même à Boaké. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à Abidjan a contaminé les autres grandes villes. Cindy, construire une maison, pour répondre à vos voix, construire les une maison, coûts de c'est production. un Le investissement. On est en business. Et si un propriétaire n'aura pas retour sur investissement en construisant sa maison, il ne va jamais le faire. Donc à la base, quand ils le font, c'est qu'ils savent qu'ils vont avoir un retour sur investissement. Mais ce n'est pas au locataire, il cherche à avoir ce retour sur investissement. mais ce n'est pas au locataire de venir Qui payer se ça. change toute la différence peut-être. Soutiens-moi parce que franchement, je suis en train de raconter. Ce n'est pas au locataire de venir encaisser toutes ces charges-là pour le propriétaire. Et ça, c'est une chose qui doit être dite. Parce que quand il investit, par exemple, je Bon donne appétit, messieurs, je dames. donne un exemple. Il construit sa maison avec, je dis, peut-être 300 millions. OK? 300 millions. Normalement, quand il met tout en location et tout le reste, il doit avoir un retour sur investissement en 3 ans ou 4 ans. Il va augmenter ses loyers pour avoir un retour sur investissement en 1 an, voire 2 ans. Et pourquoi? Ce n'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas de régulation. Oui, parce que ce n'est pas régularisé en fait. Non, Je vais mettre une nous, parenthèse. on vous comprend, mais malheureusement, vous ne nous comprenez pas. Ce n'est pas Je comprends très bien ce que vous régularisé. dites. Ce n'est pas la population Mais de c'est pas subir grave. tout ça. C'est Il pas est- grave, ce sont des Il points de est vue. important, Allez-y. il est important qu'on revienne dans la vraie vie.
D'accord. Revenons dans la Ramenez-nous à vraie vie. La vraie vie, c'est Steven. laquelle, s'il vous plaît? Non. Quand il est dans la vraie vie, il faut comprendre une chose fondamentale. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça s'appelle, j'avais une expression de... La bulle immobilière ou non? Les riches Non, la qui Bible, deviennent plus non, riches, non. les pauvres qui deviennent plus pauvres. Non, ça, on est dans l'émotion, c'est pas ça. Ce c'est que je suis en pas train l'émotion, d'expliquer, c'est quand on veut devenir une métropole. Quand vous allez en France, le centre-ville de Paris, là, ça appartient aux Chinois, aux Qataris. Il n'y a que deux, trois grandes C'est familles. une bonne chose. J'arrive, je viens. Je dis que dans le développement d'une nation, il y a des phénomènes qui sont, quand on a choisi de faire une économie libérale, hein, pas comme en Chine où c'est la Chine vraiment qui décide comment les choses doivent se faire et tout. Quand on a choisi une économie libérale, Et ça, il faut il y a le des choses qui rappeler. vont Et ça, il faut le rappeler. malheureusement nous arriver. Donc là, Abidjan est en train de devenir une métropole. On a parlé de démographie, on a parlé de banlieue, parce qu'on n'a pas encore, le terme n'est pas encore sorti, mais c'est ce qui est en train de se Mais passer. il tend à- Avec il l'Agnaman, tend à les devenir un bassins, fait. les machins, voilà, C'est les ça. districts et tout ça. Donc, tous les facteurs pour reconnaître une métropole sont en train de se passer. On est à zone 4 ici. Regardez tous les immeubles qui sont autour de nous. J'ai appris qu'il y avait 200 immeubles en construction dans zone 4. Donc, et il y a très peu, sinon pas du tout, qui appartiennent à des Ivoiriens. Donc, quand on sait cela, on doit se dire que, OK, l'État doit agir. On est tous d'accord dessus. C'est ça. Mais il faut qu'on ait conscience que l'État ne peut pas tout faire. Parce que, pourquoi il ne peut pas tout faire? Parce qu'on est dans une On va économie laisser libérale et il ne terminer. peut pas tout faire. Et donc, ce que je voudrais souligner, par exemple, Isabelle a parlé de quelque chose sur quoi l'État peut influer, qui s'appelle l'impôt foncier, qui n'était pas regardé avant par l'État, mais à cause de la pression de la Banque mondiale, du FMI, de tous ceux qui prêtent l'argent à l'État, ils ont dit, prenez les 11% d'impôt foncier aux propriétaires. Ça, c'est un facteur qui fait grimper. Par exemple, je veux vraiment expliquer les facteurs sur lesquels on ne peut malheureusement, le propriétaire, enfin, qui ne concernent pas le propriétaire. D'accord? Donc, il y a l'impôt foncier. Et deuxièmement, il y a la règle fondamentale de l'offre et de la demande. Ce qui se passe quand vous interdisez aux gens d'investir leur argent pour faire du business, alors que tu as besoin de ce qu'il est en train de produire, il part de chez toi et il ne construit plus. Et tu te retrouves avec le même problème. Et in fine, il va revenir 10 ans plus tard, construire plus cher ce que tu voulais empêcher qu'il construise. Je sais On pas va si parler comprend donc ce- des investisseurs puisqu'il ouvre cette... Et on va mettre un terme à cette discussion puisqu'on en a 3 autres. Hein, n'oubliez pas, chers invités. Ce que Steven vient de dire peut être assez effrayant. Est-ce qu'il est en train de nous dire à demi-mot qu'à terme, les Ivoiriens vont quitter le cœur d'Abidjan? Ça dit non. Est-ce que Question. Ça sera comme on n'est Paris. pas propriétaire Alors, d'immeuble. les gens ne vont pas Et- quitter est-ce le cœur que de je- Paris. Aussi, à Paris aussi, l'État intervient quand même. Bien sûr. En Alors, France, l'État intervient aussi quand même. Alain, Avec copier bien en couleur. Je suis un peu surpris que Steven et Isabelle se cachent derrière l'expression économie libérale. Mais ça n'a aucun sens dans un pays où on sait la forte demande sociale. Et le gouvernement lui-même, à travers son action politique, montre que le social est au cœur de la politique qu'il déploie. Donc, économie libérale, moi je pense que c'est juste une expression. Mais quand les personnes qui n'ont pas les moyens de se loger dans des maisons, des appartements de 500 000, 600 000, 1 million et plus, n'ont pas cette capacité financière-là, quel recours ont-elles ces personnes-là de se loger? Quand vous avez des ouvriers qui sont en zone industrielle, à Koumassi, à Yopougon, ce sont ceux-là le cœur battant de la société ivoirienne et qui seront demain les laissés pour compte. Non, je pense qu'il faut un minimum de régulation. On ne peut pas, sous le prétexte qu'on serait dans une économie libérale, laisser que des personnes qui ont la capacité de construire des logements viennent fixer des prix sans tenir compte des réalités. Je suis désolé. Aujourd'hui, en zone 4, excusez-moi, mais je vais quand même dire les choses que beaucoup d'Ivoiriens pensent. Mais quel est le profil de ceux qui habitent la zone 4? Sortez l'après-midi, le soir, le matin, à midi, à n'importe quelle heure de la journée, vous verrez que c'est un type de population qui est profilé, qui a certainement des moyens et que ceux qui construisent le font à dessein. Donc je pense qu'on ne peut pas laisser les choses aller comme s'il n'y avait pas un État qui doit être à la fois régulateur mais protecteur. La C'est question... l'obligation de l'État de protéger
la population, notamment ceux qui sont les plus vulnérables. Parce que ce n'est pas parce qu'on travaille dans une usine à Yopougon qu'on n'a pas le droit d'habiter un beau quartier. Je suis désolé. Les Ou bidonvilles. juste d'habiter à côté de son usine. Hein. Vous savez, cette question, messieurs et dames, je suis obligée. C'est pour ça qu'il y a des initiatives, par exemple, d'entreprises privées, et vous allez le voir, à chaque fois qu'il y a une grosse industrie qui s'installe quelque part, ils C'est font des subsidié programmes par de l'État. logement justement pour Vous leurs avez- ouvriers. Mais- Et ça, Mais, c'est- messieurs, dames, vous savez que cette question, Et effectivement, je le On avait redis, bien on est compris. dans une économie libérale qui tend justement, à cause des réalités sociales, à aller vers genre. Alors, économie libérale. attendez, messieurs, dames, Bon, le thème est attendez, intéressant, hein. attendez. Le thème est intéressant, mais nous avons encore trois sujets. On ne peut pas. Nous avons encore trois autres sujets dont nous devons débattre. Vous le savez, droits des femmes et traditions familiales. Où est-ce qu'on place la ligne rouge dans cette 8e journée du mois de mars qui a été célébrée? Eh bien, a ressurgi la question de la polygamie en Côte d'Ivoire. On en parle juste après la pause. Merci d'être avec nous. Nous allons passer maintenant à un second sujet. Il s'agit de cette question liée aux droits des femmes, tradition familiale, ligne rouge, et bien où la placer. En Côte d'Ivoire, la Constitution consacre l'égalité entre les hommes et les femmes et le Code civil a fait de la monogamie le principe légal. Tout en reconnaissant encore certaines unions polygames, mais ça, ce sont celles qui étaient antérieures à la réforme. Dans les faits, par contre, la polygamie reste pratiquée sous plusieurs formes, coutumières ou informelles. Première question, qui est polygame à cette table et veut l'avouer publiquement? Alain. Mesdames, êtes-vous... Je ne comprends pas pourquoi en fait il y a ce silence, où il y a ces rires cachés, où il y a certains qui boivent au moment où vous posez la question. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de tabou à avoir. Il faut l'assumer. Non, mais il y a vous le faites comme si, vous le faites comme Vous avez si tous il y a pris une vos verres et gêne, vous avez il y a une gêne en la exulté. matière. Il n'y a pas de gêne en la matière. C'est juste une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Je peux comprendre Alain Toussaint parce qu'il vient de se marier récemment et d'ailleurs mes félicitations. Merci. Voilà. Donc, dans l'évolution. Mais non, dans l'évolution des choses, je pense qu'il faut se décomplexer. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un fait de société qui existe Voilà. aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bien que je ne sois pas pour la polygamie, mais il y a un fait de société qui existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui fait sûrement que le débat par rapport à la polygamie fait couler autant d'encre. Vous êtes pour ou contre la polygamie? Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport à ma foi catholique, eh bien, on parle de monogamie, on parle d'un homme et d'une femme qui s'unissent pour fonder une famille. Pour moi, la polygamie, je m'y refuse et également, je ne crois pas que ça soit une solution pour notre société. Alain Toussaint, ce débat sur la polygamie est-il un recul? Qu'est-ce que c'est la polygamie pour vous? Mais je vais déjà que vous m'expliquiez ce que c'est que la polygamie et pourquoi lie-t-on la polygamie à ce qu'on appelle les droits de la femme. J'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est un non-sens. Parce que la question ne s'est jamais posée. Qu'est-ce qui vous a dit que dans les familles ou les foyers polygames, la femme n'avait pas de droits? Et qui a dit que dans nos sociétés d'avant et même d'aujourd'hui, dans les familles polygames, les femmes n'ont pas de droits? Donc je pense qu'il faut arrêter de céder un peu à ce que j'appelle la mode du féminisme où on revendique tout et son contraire, en pensant que le fait d'avoir une famille polygame signifierait forcément que la femme n'a pas de droits. Moi, j'ai du mal à comprendre ce lien. Pourquoi lit-on polygamie et droits de la femme? Il a été porté par l'honorable Jarvis qui a parlé du fait qu'elle souhaitait qu'on légalise la polygamie. Alors, je rappelle que l'honorable Jarvis, comme on dit, c'est une femme qui est députée, Naya Jarvis, donc députée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Elle a dit que la polygamie est réservée aux riches et non aux pauvres. C'est faux? C'est Alors, vrai? Déjà, moi, je ne suis pas pour la polygamie. Et le fait que nous sommes dans un pays où les femmes sont en égalité de sexe avec les hommes. Déjà, il faut noter ça. Ça, c'est un. En égalité de Oui, droit, on parle vous voulez d'égalité. dire? Oui, pardon. On parle d'égalité de droit et il y a égalité de sexe.
en termes de genre ici, entre le genre féminin et le genre La masculin. Constitution dispose que Et les quand on hommes et parle- les femmes sont égaux, c'est vrai. Effectivement. Et quand on parle de polygamie, il y a aussi la polyandrie. Légaliser la polygamie revient à légaliser la Non, non, non. polyandrie. Là, on tombe dans Ici, autre chose. Ça non, n'a on tombe absolument pas dans rien à autre voir avec les chose. droits de la femme. Non, non, j'arrive. Il faudrait qu'on me laisse terminer. Allez-y. Allez, Voilà. terminez, Vas-y. Cindy. Bien sûr. Ici, quand on parle de polygamie, la polygamie a enfoncé la polyandrie. L'homme est habilité à avoir plusieurs femmes. La femme est habilitée à avoir plusieurs hommes. Pause. Non, il n'y a pas de Mais pause. c'est Je suis scandaleux. inspirée, il n'y a pas de pause. Il y a des choses à dire. Donc, Allez-y. on est bien d'accord que vous dites que si les hommes ont le droit d'épouser plusieurs femmes, vous êtes en train de dire que vous êtes, vous, en droit d'exiger ou de demander que les femmes épousent plusieurs hommes. Je peux résumer ça comme ça? Ce n'est pas que je veux que ça soit ainsi. J'explique. C'est Que que ce en sera ligne de ainsi compte, quand si on on légalise. si- Alors, je rappelle que c'est un homme aussi. Hein. La députée Naya Jarvis-Zamblé a repris, mais celui qui a présenté, enfin qui en a parlé au sein de l'hémicycle, c'est le député Yacouba Sangaré, qui est député de Koumassi. Alors, madame, l'honorable a dit que c'est réservé aux riches. Donc, on est d'accord qu'on ne peut pas légaliser pour une certaine classe sociale. Donc, déjà, un. En deuxième lieu, si on légalise la polygamie, la polyandrie sera aussi De facto. légalisée. Parce qu'ici, nous sommes dans un état de droit Tu vois les hommes qui où tremblent les comme femmes ça. ont les mêmes droits que les hommes. Monsieur Alain a dit qu'il ne voit pas dans quel cas les femmes n'ont pas leurs droits qui sont respectés, parce que quand on parle de droits des femmes et de polygamie, on ne voit pas le rapport. Mais en réalité, ici, le rapport est, nous qui œuvrons dans le leadership féminin, nous sommes proches des femmes, et précisément avec le Club des femmes influentes et dirigeantes, qui est un think tank pour penser pour la cause féminine. Et qu'est-ce Nous qu'elles en sommes- pensent? Oui, nous sommes proches des femmes sur le terrain et nous savons que les plus grandes victimes de VBG sont les femmes qui sont dans des Les foyers violences basées sur le genre. sur le genre, bien sûr, VBG, sont les femmes qui sont dans des foyers où il y a la polygamie. Ensuite, on parle de l'éducation des enfants. Ici, il ne faut pas penser seulement qu'au couple, parce que je pense que deux personnes qui décident de se mettre ensemble sont responsables de ce qu'elles souhaitent faire. Mais on parle ici de la stabilité mentale des enfants qui vivent dans un foyer polygame. Il Bien, faut bien. penser à cette On va faire Je circuler pense que- la parole. bon. Merci Cindy, on a Bon, je compris pense l'essence que de ça ce va que vous dans vouliez tous les dire sens. et les rapports de Est-ce cause à que- effet. Est-ce que cela voudrait dire que les enfants issus de foyers polygames finissent à Bingerville? Non, Attendez, attendez. ça va Est-ce dans qu'il tous y a, les est-ce sens. qu'il y a à cette table des personnes issues de foyers polygames? Moi, par exemple. Alors je dites-nous, suis pas c'est aussi quelque chose que vous aimeriez Je- reproduire pour vos enfants? Je n'ai pas dit cela. Qu'est-ce que vous dites? Mon père était marié à plusieurs femmes et je pense que ça a tissé des liens forts, des liens de fraternité, parce que c'est forcément des familles élargies à d'autres, notamment aux familles des épouses. Et je pense que on était 23 enfants, on était sains d'esprit et de corps. Je crois pas. Zagba, il y a un vrai débat sur cette question. Est-ce que les pays... Excuse-moi, s'il te plaît, je peux Oui, non, rebondir un petit peu. On revient à vous, Cindy, on revient à vous. Mais vous avez dit, c'est noté, hein, aujourd'hui on sait, Alain Toussaint, que vous n'êtes sain ni de corps, ni d'esprit. La stabilité mentale n'est pas jugée. Non, pas du tout. La stabilité mentale n'est pas jugée physiquement. Non, mais je sais que vous ne pensez pas un traître mot. Zagba n'est pas pour, normalement. Moi, je vais vénérer ma femme chaque matin et tout. Mais il y a une réalité. La réalité, elle est là, elle est présente. On sort des émotions. Avant, quand tu compares à la vie d'avant et maintenant, aujourd'hui, on fait face à beaucoup de scandales, beaucoup de choses. On va même sur les réseaux où la maîtresse dit « ramène mon mari », où la femme même à la maison dit « mon mari va chez toi, mais qu'il revienne et tout ». Quelle est la responsabilité des hommes dans cet état de fait? La responsabilité des hommes. Ils sont déjà hommes. Ça c'est déjà une chose. Et je pense, moi je ne parle pas de la responsabilité des hommes,
mais je pense plutôt aux femmes. Parce que ce qui entraîne ça, C'est pour leur bien, la c'est pour leur polygamie? bien. Non, c'est pas faux. Ça peut être pour leur bien parce qu'il y a beaucoup. On connaît aussi, on est beaucoup sur l'aspect négatif. L'enfant va pas avoir bonne éducation. Assumez vos convictions, Zagba le requin. Oui, Est-ce non. que c'est pour le bien des femmes, la polygamie? C'est ce que vous dites? Mais c'est partagé, ça peut, il y a des femmes qui ont été heureuses, c'est partagé. C'est clair, mais quand on dit aujourd'hui à Bobo, d'autres trouvent qu'à Bobo est dangereux, mais tout le monde ne pique pas à Bobo. Il y a beaucoup de... Attention, il y a Isabelle qui a Bah dit oui, ça. mais c'est donc tu comprends que donc la polygamie Qui aussi a n'est pas dit forcément... Donc la polygamie n'est pas forcément mauvaise. Vous avez beaucoup de préjugés sur Abobo, Zagba le requin. Non, même pas. Elle a compris. Donc, je disais juste, moi, je suis pas pour. Mais au lieu de rentrer dans les émotions, on doit sensibiliser nos jeunes sur beaucoup de choses. Il y a la faim qui envoie à la polygamie. Il y a les problèmes. Il y a le manque d'argent. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit jouer. Parce que Et quand donc, les hommes en grand sauveur de la cause féminine leur proposent la polygamie pour mettre fin à la faim des femmes. Oui, non, ça fait partie, c'est dedans aussi. Ils vont dire non, mais c'est dedans. On connaît, on voit l'égalité. Steven. Alors moi, par rapport à la polygamie, je suis contre parce que ça ne pousse pas mes valeurs chrétiennes, tout simplement. Mais par contre, il y a deux points d'attention. Le premier point d'attention, c'est que et ça va dans le sens de la sensibilisation, d'abord et avant tout des jeunes femmes, d'accord, qui ont plus de liberté aujourd'hui, plus de sensibilité aujourd'hui à aller vers la polygamie qu'elles n'en avaient avant. Avant, c'est quand tu as atteint 40 ans, tu te dis « Ah, peut-être que je ne vais pas me marier à cause de l'horloge biologique » que tu te résignes parfois à La pression de la tradition. la pression C'est quoi sociale, vos sources, vos chiffres? les trucs. Moi, je pars du principe qui est simple. Combien c'est- Non, attends, non, on va aller distinctement parce que aussi bien dans la société, vous savez, les églises et les mosquées sont les reflets de la société. Parce que c'est l'hôpital de ceux qui sont en ville, entre griffes. Mais pour revenir maintenant à ce que je disais, peut-être qu'ici, on n'est pas tous issus de foyers polygames, mais je suis quasi sûr que tous nos grands-parents étaient polygames. Et combien de fois ne nous sommes pas nous retrouvés à dire les enfants d'avant étaient mieux éduqués que ceux d'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que c'était pas si négatif que ça. Bien sûr. Quand c'était dans un cadre culturel, la polygamie. Je dis ça, je dis. Maintenant, quand on revient à ce que je dis, c'est que il faut sensibiliser les jeunes femmes qui de plus en plus tôt sont plus à l'aise avec le sujet de la polygamie. Donc, est-ce que ça doit passer par une loi? Personnellement, je pense qu'on a d'autres sujets plus importants à débattre à l'Assemblée. C'est ce que je pense. Maintenant, s'ils ont envie d'aller là-dessus, Et donc, j'ai une petite question. Oui, Zagba. Quand on dit que la polygamie est pour les hommes riches, sur quoi on se base pour estimer cette richesse-là? Pour savoir que... Je pense qu'il faut recontextualiser les propos de Madame la députée Naya Jarvis-Zamblé qui disait « Quand vous voulez être polygame, il faut vous assurer que vous avez assez de moyens pour entretenir une femme et ses enfants, une seconde et ses enfants, et ainsi de suite. » Je pense que c'est dans ce contexte-là. Elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a la vidéo, hein, elle a dit textuellement, je le dis, la polygamie, ce n'est pas pour les pauvres. Oui, C'est mais ce qu'elle a après, dit. elle a contextualisé, elle a donné des justifications, elle a donné des exemples. Voilà, la phrase est contextuelle puisqu'elle était sur Live TV quand elle l'a dit. Docteur, Personnellement, en ce qui concerne le chapitre de la polygamie, mais pour moi je suis musulman. vous êtes musulman, voilà, Je je suis voulais le souligner. Et l'islam n'est pas contre la polygamie. Moi, je suis qui pour être contre la religion? L'islam, je suis qui en tout cas pour être contre Dieu? C'est que Dieu a dit. Est-ce que l'islam est pour la polygamie? L'islam est pour la polygamie Est-ce si que, tu veux. est-ce que l'islam dit qu'il faut faire un traitement égal? Alors, c'est une vraie question. Un traitement égal de toutes les épouses. C'est l'une même des conditions en tout cas Est-ce de la qu'un polygamie en homme islam. est en capacité d'être juste envers plusieurs personnes de façon totalement égale? Absolument. Et je le défends parce que la question qui va venir, vous allez me dire, est-ce qu'un homme est capable d'aimer deux femmes de la même manière? Non, c'est pas encore ce que j'ai dit. Bon, C'est pas ce vous. c'est Je ce vais qu'il dire, ressort c'est ce qu'il publiquement, ressent en tout cas tout le monde. publiquement parce que si j'ai l'argent d'Hollandais, si j'ai l'argent de deux Hollandais, j'achète Hollandais pour Hollandais. Dernièrement, pour vous cherchiez l'argent du loyer. Effectivement, on cherche l'argent du loyer, bien évidemment, parce qu'elles ne vont pas dormir dehors. On se comprend. Mais si je n'ai pas l'argent d'Hollandais, elles sont deux. J'achète Fancy ou bien je ne sais pas quoi. On doit faire de telle sorte que ce que je donne à la première, je dois donner aussi à la deuxième. Maintenant, Pour quelqu'un du qui point de était vue, contre, je vous comprends bien du point dans l'assentiment. Hein. du point de vue
des sentiments. Les deux n'ont pas le même comportement. Un père de famille n'aime pas même ses enfants de la même manière. Impossible. Si un est dernier à l'école et que l'autre là, il est premier à l'école, il poli. Donc vous l'aimez selon ses résultats et non parce que c'est juste votre enfant. Non, c'est selon le ça existe comportement. partout. Et puis c'est un phénomène qui est naturel. C'est naturel. On peut pas quantifier, mesurer avec exactitude la quantité de l'amour qu'on a pour deux femmes. Merci docteur. Mais cela ne veut pas Merci, dire que je ne les docteur. aime pas. Hein? Merci docteur. Isabelle. Justement, j'allais demander à Isabelle son avis. Alors en fait, moi je suis pour la polygamie. Très bien. Ben, Quand voilà. j'écoute, Je crois qu'on applaudit. non, quand j'écoute, Ah, ben voilà. Bon, prochain sujet. Si la plus fervente défenseur des droits des femmes est pour la polygamie, on peut remballer. On va passer à la tresse de Mérou et au saumon snacké au cœur nacré. Allez-y Isabelle. Alors, quand j'entends tout le monde, j'entends une question de foi, j'entends une question de religion, j'entends une question qui va au-delà donc, du droit du droit des femmes, c'est Une droit question de sexe, droit d'égalité qui voilà, dit que- d'égalité. Voilà. J'entends des réalités sociales. Culturelle. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, légaliser la polygamie serait venir réparer une injustice sociale. Alors, et je vais vous iriez dire jusqu'à pourquoi. la légaliser vous. Hein. Oui. Je Je vais- peux lui et je vais faire vous une dire. bise Et je vais vous dire. Oui, et oui je vais vous pouvez. Faites. Alain, Vous faites savez, la première bise en on disant- adore à Bobo. Voilà. Et pour quelqu'un qui vient de se marier, hein, votre épouse appréciera. Tout à fait. Non, je ne parlais pas de la bise. Je parlais du blanc-seing et de l'approbation que vous donnez Tout à fait. à cette affirmation. On a discuté. Alors, vous savez, notre constitution, justement, nous donne la possibilité, parce qu'on est dans un pays laïque, nous donne la possibilité, justement, d'appliquer nos religions, toutes les religions révélées, notamment la religion chrétienne et la religion musulmane. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a environ un peu plus de 40% de la population qui est musulmane, environ 30% de la population qui est chrétienne, et le reste ce sont donc des religions. Voilà. Une fois qu'on part de ce principe-là, pourquoi est-ce que aujourd'hui notre régime matrimonial ne tiendrait en compte que la religion chrétienne et non la religion musulmane? Pour moi, ça relève d'une injustice sociale. Vous savez, certaines chancelleries étrangères qui sont basées en Côte d'Ivoire reconnaissent le certificat de mariage qui est signé par l'imam à la mosquée. Et ce certificat permet justement à certaines personnes de pouvoir avoir un visa, de pouvoir faire des regroupements familiaux. Donc pourquoi est-ce que les chancelleries reconnaissent ce certificat-là, ici même en Côte d'Ivoire, alors que l'État ne le reconnaît pas? Vous savez, la loi sur justement notre statut matrimonial, donc la monogamie, date de 1964. Ce qui veut dire quoi? Ça ne reflète plus nos réalités d'aujourd'hui. La réalité a énormément évolué. Il faut qu'on se remette donc au bout du jour, qu'on toilette justement nos textes. Légaliser la polygamie ne veut pas dire l'imposer à tout le monde. C'est un choix qu'on fait. C'est la liberté. Et donc c'est la liberté individuelle. C'est la liberté individuelle, le droit de la liberté individuelle qui est ici autorisé en légalisant la polygamie. Donc pour moi, en tout cas, je pense que chacun est libre justement de choisir son régime matrimonial. Il faudrait donc que notre loi sur le système matrimonial puisse se mettre également au goût du jour et permettre à chacun de pouvoir vivre sa foi décemment. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de musulmans sont dans une forme de polygamie et donc ils vivent contrairement à ce que nous édicte la loi. Merci beaucoup Isabelle, et c'est sur vos propos qui presque feront applaudir nos convives masculins, même ceux qui ont dit qu'ils étaient contre, que nous allons faire la transition. Il s'agit de ces chiffres qui sont non seulement récents mais vertigineux, mais il faut aussi le dire, il y a l'année dernière, l'année d'avant, eh bien, les chiffres étaient tout aussi alarmants. Il s'agit de ces accidents en Côte d'Ivoire. En 6 semaines, en 2026, eh bien, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 500 accidents, 160 morts et près de 2000 blessés. Donc en moyenne 12 accidents par jour, 4 morts par jour, 45 blessés. Le temps de ce dîner, eh bien, 4 personnes ont perdu la vie sur la route en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comment sortir de la spirale de cette hécatombe sur nos routes? Zagba. Franchement, à ce niveau, je tiens d'abord à féliciter l'État. Avec le système qui est mis en place, avec plus de pression, on pourra diminuer les chiffres, on pourra avoir moins d'accidents. Et moi-même, personnellement, ce qui m'intrigue un peu par moment, ce sont les engins à 2 roues. Alors, on a plus de 30% des accidentés de la route qui sont des engins à 2 roues. Et ils sont les plus fragiles parce que le pourcentage de personnes qui en décèdent est également très élevé. Voilà.
Donc, je me dis que l'État est sur la bonne voie. Aujourd'hui, moi, je posais la question à mon ami quand il conduit. Je lui ai demandé est-ce qu'on continue de faire ECM à l'école, tout ça et tout. Parce que même aujourd'hui, pour traverser la route, tu vois quelqu'un pour traverser, il traverse avec aisance, comme si la voiture doit avoir peur de lui-même et tout. Voilà, il n'y a plus de la gauche à droite. Donc, je soutiens l'État et que la pression puisse continuer. Et puis, nous aussi, on va essayer aussi de montrer le bon exemple. Docteur Anissan, vous êtes médecin. Vous voyez peut-être ce phénomène de plus près que nous, cette hécatombe qui se déporte forcément dans nos hôpitaux. Est-ce que la répression doit faire place à la prévention? Oh, pas du tout. Je ne dirais pas que la répression doit faire place à la prévention parce que dans toute situation, il faut le dire que c'est toujours important de prévenir. C'est toujours important de prévenir. Et à ce niveau, personnellement, je tiens à féliciter l'État. Quand même, l'État fournit beaucoup d'efforts pour que tous les citoyens au volant puissent être disciplinés comme il se doit. Pour dire quoi? Pour dire que quand l'État veut faire, il arrive à le faire. Et je pense que depuis un moment, eux-mêmes, ils publient sur les pages pour dire que vous voyez, malgré que de l'autre côté est libre, mais personne n'ose sortir de la ligne pour aller peut-être poser un acte d'incivisme. Il faut aussi que l'État puisse pousser un peu plus loin les résolutions. Voilà, on peut naturellement insérer des modules de formation lors de l'obtention des permis de conduite. C'est-à-dire, de la manière on nous demande d'aller faire prise de sang, on fait acuité visuelle, tout et autres. On peut présenter des films, des séries en tout cas, genre de films, aux personnes qui viennent pour l'obtention des permis pour dire, si tu fais ça, voici ce qui va se passer. Ne mets pas la vie des gens en danger. Ça ne fait pas partie de l'apprentissage du code de la route au sein des auto-écoles. Bon, je pense que l'accent n'est pas trop mis. Peut-être si ça changeait maintenant. Mais alors, Cynthia, à qui la faute pour tous ces morts depuis janvier 2026? Je crois qu'on a affaire à une responsabilité collective. On l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire. Et la sensibilisation que l'État mène de manière, je vais dire, de plus en plus accrue, on n'a jamais eu autant de sensibilisation de la part de l'État par rapport à l'incivisme sur les routes. Moi, je me souviens même du temps de Lozère, quand on était plus jeune. Aujourd'hui, le gouvernement multiplie la sensibilisation, les efforts pour que les citoyens soient beaucoup plus prudents, que ce soit en matière du système de vidéo-verbalisation et tous les autres systèmes. Donc pour moi, la responsabilité est collective. Il faut qu'à un moment donné, les citoyens eux-mêmes prennent conscience du danger que constitue la route et fassent eux-mêmes des efforts en tant que citoyens responsables pour pouvoir réduire aussi ce taux d'accident qu'on constate au quotidien. Steven Bedi, soyons concrets. Quand un véhicule de transport prend le trottoir, et on l'a vu dans plusieurs reportages, fait des accidents, met en situation de handicap ou tue des personnes, quand des tricycles circulent sur des voies et créent des accidents aussi, il y a bien une responsabilité du citoyen. Est-ce que l'incivisme comme symptôme et pas seulement comme cause est ici à pointer? J'abonde dans le sens de Cynthia, comme quoi on est un peu tous coupables. Tout à l'heure, tu parlais de CM. C'est Zagwa qui parlait de CM. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont percutées aujourd'hui, qui sont vendeuses d'orange, qui n'ont pas fait ECM en fait. Qui n'ont pas entendu le fameux « il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser ». Donc, je pense qu'à travers deux leviers d'action, on peut essayer d'endiguer le phénomène. Le premier, c'est exactement ce que l'État est en train de faire et on est tous unanimes autour de la table que c'est magnifique ce que je vois sur Facebook. En tout cas, bravo à Omar Sako pour ce qu'il fait aujourd'hui. Le directeur général des transports terrestres. Exactement, pour ce qu'il fait aujourd'hui et ça se ressent sur le terrain. Je veux dire, on est dans l'embouteillage, personne ne prend à droite maintenant. Tu vois. En tout cas, c'est beaucoup plus rare. Personne ne prend à droite et ça, c'est le début. Et le deuxième levier, c'est la tolérance zéro. Vous savez, en France, c'est toi qui as peur du gars qui traverse. C'est-à-dire quand tu es au volant de ta voiture en France, il est sur passage Cloutéo. Il n'est pas sur passage Cloutéo. C'est toi qui t'arrêtes. Parce que c'est ce qu'on t'a appris à l'auto-école. Si on commence à retirer des permis, parce que vous avez été pris en flagrant délit de ne pas donner la priorité, comme vous l'aurez fait pour la priorité à droite, de ne pas donner la priorité aux passants,
Donc vous mettez sa vie en danger. Donc on peut vous retirer le permis pour ça. Vous allez voir que même ceux qui n'ont pas appris à traverser seront de facto un peu plus en sécurité en traversant la route. Donc pour moi, c'est tolérance zéro Enseignement à la base. et puis fin de l'impunité. Merci Steven. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les infrastructures ont suivi. On a eu une explosion des infrastructures, mais quid sur la signalisation, sur l'éclairage et puis sur l'urbanisation aussi qui s'invite sur nos routes. Et ces trottoirs qui manquent et ces piétons qui sont sur les voies. Alain Toussaint. Je pense que c'est un excellent éclairage qu'on peut apporter sur cette problématique. Plus les infrastructures s'améliorent, et moins la conduite, au point pour me figurer, est bonne. Parce que les accidents qui se produisent aujourd'hui, à mon sens, sont un peu le résultat du syndrome de je connais, enfin tout le monde connaît tout le monde. Donc le chauffeur de véhicule personnel ou de transport en commun peut se comporter comme il entend sur la route. Bon, effectivement, parfois il manque des balises, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'éclairage, mais ça, pour moi, c'est vraiment secondaire. Parce qu'il n'est pas normal que des individus se comportent comme ils veulent sur la route. Et tout à l'heure, Steven dit c'est notre faute à nous tous. Non, moi, ce n'est pas de ma faute. Je suis désolé. Moi, en tant que piéton, je respecte le code. En tant que passager, en tant que conducteur, etc. Donc, il n'y a pas de raison que j'assume des responsabilités que d'autres ne veulent pas assumer. Vous savez, la semaine dernière, nous sommes allés avec mon patron faire un don au COSIM à Bingerville. Et en revenant, juste à l'entrée de la Riviera, là où il y a les travaux de l'échangeur, j'ai vu des véhicules Baka qui se livraient à un rodéo en pleine journée. Vous voyez, donc il y a ce sentiment d'impunité. Non, c'était pas la Tinkeya. J'ai vu donc des Baka qui se livraient à une sorte de rodéo. Vous voyez? Et je me dis, bon, certainement que le propriétaire ou les propriétaires de ces véhicules ont des entrées à un certain niveau. Donc les chauffeurs... Vous pensez qu'ils ont besoin de ça pour se livrer? Dans notre pays, et comme dans d'autres pays africains, c'est un peu comme ça. Parce qu'on a des relations, on peut se comporter comme on veut. Comment on endigue le comportement des minicars qui est décrié à corps et à cri par tous? Je pense qu'il faut imaginer une forme de sanction pécuniaire, au-delà de la sanction administrative et judiciaire. Il faut imaginer des sanctions fortes pour que les compagnies qui sont impliquées dans des accidents mortels ou graves puissent connaître peut-être une suspension de licence pendant 3, 4 à 6 mois. Pas le chauffeur, mais la compagnie tout entière. Parce qu'il y a un problème d'éducation que nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas faire. Ce n'est pas à moi d'éduquer le chauffeur de Baka, mais pourquoi? C'est à son patron de faire le travail. Voilà. Ces chauffeurs qui ne respectent pas le code, respectez la limitation de vitesse. Quand c'est marqué 30, vous devez respecter 30. C'est moi qui vais à mon rendez-vous, ce n'est pas vous. Parce que vous ne pouvez pas aller tuer des personnes avec votre camion. Et puis bon, 5-6 mois après, parce que vous connaissez tout le monde, vous vous retrouvez encore au volant d'un véhicule. Donc je pense que la sensibilisation doit quitter maintenant ce terrain et aller sur le terrain judiciaire, qu'on sache exactement comment se règle ce genre de problème-là. On va parler de nos artistes, hein, je vous regarde Zagba, on va parler de nos stars et d'un phénomène. Ce phénomène-là, eh bien, on l'a appelé les appels à l'aide. Que révèle-t-il? Parce que la question qu'on s'est posée, c'est cette mise en scène, pardonnez l'expression de la détresse, ces collectes, qu'est-ce qu'elles révèlent de leur situation et de notre société? Cindy. Je pense que les appels à l'aide sont les bienvenus vis-à-vis de ce que je vois avec Aputu National, Ina Debelle, Ina Debelle et les autres. Je pense que c'est bienvenu parce qu'ils aident la population qui est en situation de précarité. Et grâce à eux, on voit bien qu'il y a des personnes qui traversent vraiment des choses très difficiles. Et j'aime bien tout ce que la population fait, hein, parce qu'on peut constater que les gens se mobilisent massivement pour contribuer, apporter chaque chose qu'ils peuvent apporter pour aider ces personnes-là. Donc vraiment, je suis pour cette cause-là. Zagba, il n'y a pas que les artistes. Hein. Souvent, c'est vrai, ce sont des artistes parce qu'ils ont suscité ferveur, ils ont été
au firmament à un moment donné de leur art, de leur talent, et puis après on ne les revoit plus. Et quand on les revoit, parfois, ce sont dans des situations difficiles. Il y a l'individu lambda aussi qui en bénéficie, mais pour ce qui concerne les artistes, est-ce que vous, ça vous choque ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est nécessaire? Parce qu'on a aussi un ministère de la solidarité qui peut être contacté et qui, d'ailleurs, quand il l'est, fait ce qu'il a à faire. Bon, déjà, oui, c'est quand même choquant de voir quelqu'un qui a brillé et après, il lance un SOS. En même temps, pour nous qui sommes dans la maison, on peut comprendre que souvent briller ne marche pas avec avoir de l'argent et tout. Donc, moi, côté artiste, par moment, ça me gêne un peu. Parce que tu as été grosse star et puis après lancer. Donc, je pense que là, vu qu'il y a eu plusieurs cas qui ont été, on a aidé plusieurs personnes, j'ai fait un big up à mon frère Pouchou. Mais je me dis, pour la question des artistes, vraiment, pour ceux qui ont servi le pays, pour ne pas qu'on les expose, parce que c'est pas aussi bien. Quand un pays voisin voit que toutes nos stars, à tout moment, on doit faire des petites cotisations pour les mettre, c'est de voir comment le ministère de la Solidarité, le ministère de la Culture et peut-être le Burida, comment ils vont se mettre en parfaite harmonie pour traiter certains cas et tout. C'est pas très joli à voir. Steven, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce phénomène? Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Moi, je suis totalement contre les appels à l'aide par rapport aux artistes. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités en amont. Je parle de l'État, je parle du Burida, je parle du ministère de la Culture. Et des artistes eux-mêmes, c'est ça? Et des artistes eux-mêmes. Alors, par exemple, moi, j'ai un problème fondamental avec le manque de reconnaissance, déjà rien que ça, de ces personnes-là. Je veux dire, des monstres comme Adrienne Couton, comme comment ça s'appelle, Zoumanan, je ne sais pas c'est quoi son vrai nom, Zoumanan, des machins. Mais dans d'autres pays, je veux dire, en France, Gérard Depardieu, il ne tourne plus de films depuis je ne sais pas combien de temps, ou bien Alain Delon, il n'a plus tourné de films, machin. Il a la garantie de ses rentes. Au-delà de ça, la reconnaissance, même si on crée ça comme le programme de la primature, c'est le programme Pépite qu'on a créé au niveau de la primature. Au sein du ministère de la Culture, il y a une allocation, je crois, qui est donnée aux artistes. Sauf que, on parle dans les objectifs de développement durable, on parle de vie décente. Ça ne parle pas que d'une allocation, machin. On parle d'abord de leur attribuer un statut social, voire national. Une fois que ça, c'est fait, mettre en place maintenant toutes les mesures assurance, accès au logement, parce que c'est ça à la fin de la journée. Ces personnes-là étouffent quand elles n'ont plus de contrat, sous le poids des loyers, sous le poids des médicaments. On sait ce qui va les tuer. C'est important, c'est important. Merci Steven. C'est important la solidarité autour de nos stars, de nos artistes et même de n'importe quel individu qui a besoin d'aide, au-delà des aides que peut apporter l'État. Mais Alain Toussaint, quelle est la part de responsabilité de l'artiste lui-même dans la gestion de sa carrière, pour ce qui concerne les artistes? Bon, d'abord, je voulais dire que je suis favorable à ce que des bonnes âmes portent un secours aux acteurs des industries culturelles et créatives. Le problème de fond, c'est un problème structurel. Tout à l'heure, il a parlé de Gérard Depardieu. Mais Depardieu, quand il sort un film, ce film est joué dans la quasi-totalité des villes de France parce que celles-ci sont dotées de salles de cinéma. J'ai comptabilisé, je crois, 5 ou 6 salles de cinéma à Abidjan, donc quasiment, on va dire, pour toute la Côte d'Ivoire. Quand on voit le nombre d'abonnés qu'affichent les Gourou et d'autres sur les réseaux sociaux, ce sont des millions d'abonnés. Ce sont certainement autant de clients potentiels pour aller découvrir leur création sur le grand écran. Mais combien? Mais vous sortez d'Abidjan, il n'y a pas de salle de cinéma. Vous allez à Gagnoa, vous allez à Divo, etc. Il y avait des salles créées par la famille Yacouba Silla, mais celles-ci sont devenues soit des églises, soit des dépôts de produits, café, cacao, etc. Je pense que la base, c'est d'abord de créer les infrastructures. Ce n'est pas du seul ressort de l'État, parce que des privés peuvent investir aussi dans ce type d'infrastructures. Parce que la création ivoirienne aujourd'hui suit. Quand vous regardez les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, chaque soir, il y a des séries télévisées made in Côte d'Ivoire, des films, etc. Donc je pense que les produits sont là, mais malheureusement, il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas de structure pour
pour permettre la projection de ces films-là, donc de drainer du monde qui pourrait permettre à ces artistes-là peut-être d'éviter à solliciter la solidarité collective. Mais il faut créer des infrastructures qui permettent aux artistes, les chanteurs de faire des tournées. C'est-à-dire que Zagba peut aller à Boaké pendant une semaine, il fait sold out. Est-ce qu'il faut Voilà. que les artistes s'habituent à faire plusieurs dates pour que ça devienne une vraie industrie? Il vaudrait, Parce que l'industrie, je pense qu'ils sont, c'est des standards, c'est de la standardisation ils peuvent de le production. faire, ils peuvent le faire, mais il faut les infrastructures. S'il veut aller à Man ou à Gagnoa jouer 3 soirs de suite, il faut une salle qui lui permette de facturer ceux qui viendront le regarder et non pas compter sur la gentillesse guillemets des opérateurs de téléphonie mobile qui sont les principaux sponsors des activités culturelles dans notre pays. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous avons ratées à la base et je vois à chaque fois des discours autour de tout ça. Mais si la base n'a pas été consolidée, il est fort difficile qu'on puisse avancer. C'est un peu cela. Il faut la base d'abord avant d'envisager le reste. Vous êtes d'accord ici que c'est structurel, Isabelle, que c'est tout le système qu'il faut repenser, que ce n'est que la partie visible de l'iceberg, ces appels aux dons quand on en arrive là? Non, moi je pense justement que c'est notre politique de façon globale qui nous emmène à être autant généreux. Vous savez, de notre hymne national, on dit ceci, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Notre devise nationale, on parle de l'union. C'est autant de choses qui nous ont bercés depuis qu'on était enfants. Et aujourd'hui, justement, on parle de la Côte d'Ivoire solidaire. Donc pour moi, ça rentre justement dans la politique sociale globale, en fait, où il faut se soutenir les uns les autres. Zagba parlait tout à l'heure du fait que ce soit humiliant pour un artiste de recevoir de l'aide de la population, surtout quand c'est vu à l'étranger, à l'international. Bien au contraire, justement, ça montre l'union, le soutien des populations envers un frère. Et moi, c'est ce genre d'exemple-là de soutien qu'il faut davantage vulgariser, davantage encourager. Parce qu'entre nous, on parle justement de la terre, de l'hospitalité, et c'est ce qui nous représente, c'est notre identité, c'est notre ADN. Non, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Une fois que j'ai fini de dire cela. Mais elle croit en l'élan de solidarité nationale. Mais c'est une goutte d'eau. Bon, finis ton poisson, vous parce voyez, que là, ça va dans tous les sens. Ça, c'est les comportements des gens de Yopougon. Ils sont souvent dans les chroniques. Pour enchérir, quand ton grand-père Toussaint disait tout à l'heure... Papounet. Voilà, Papounet. Grand-papa disait tout à l'heure, voilà que aujourd'hui nos artistes cumulent sur les réseaux sociaux bon nombre d'abonnés. Mais aujourd'hui, justement, le ministère de la Culture est en train de travailler à la monétisation, justement, des plateformes digitales. Donc, c'est en train de venir. Moi, j'y crois, voilà. Et il faut justement continuer à être autant solidaire parce que la vie est chère. Il faut qu'on le reconnaisse. Les loyers sont chers. Il faut quand même, ça dépend de la commune où on va vivre. À Bobo, par exemple, les loyers sont aussi chers. Et on a promis tous qu'après ce dîner, Isabelle nous emmènerait à Bobo, on prendrait des loyers à 25 000. Moi, je crois fermement à la générosité de tout un chacun, à la politique sociale du gouvernement, justement, qui nous emmène à nous soutenir les uns les autres. Il y a le ministère de la Solidarité qui existe. Avant, on n'en parlait même pas. Voilà, ça a été créé justement pour qu'on puisse avoir cette culture justement de l'union et de la solidarité. Et c'est à saluer. Après, en ce qui concerne l'industrie créative, grand-papa disait tout à l'heure qu'il faille en fait faire des infrastructures, ok, mais en attendant les infrastructures, il faut justement faire preuve de créativité. Vous savez, il y a les stand-up, il y a les théâtres. On nous a dit qu'il avait été construit quelque chose de formidable. Un palais de la culture, il faut utiliser les infrastructures quand elles existent aussi. En attendant justement que ces infrastructures sortent de terre, il faut faire preuve justement de créativité. Nos artistes sont là pour ça. Il y a des stand-up qui peuvent s'organiser, il y a des théâtres justement, des pièces de théâtre à ciel ouvert qui peuvent être faites. Vous savez, mais c'est gratuit, ça ne rapporte pas d'argent. Justement, c'est ça le souci. Tout dépend de comment est-ce que c'est encadré, tout dépend du formage, du modèle économique, tout justement, de l'événement. Tout dépend aussi du coût. Hein. Quand vous voulez louer certaines salles ici à Abidjan, les coûts peuvent être répulsifs, dissuasifs, répulsifs. Et c'est pour ça, en étant créatif, il faut aller en plein air, par exemple, aller au culot. Ça peut se faire. Et quand il pleut,
Non, mais on choisit la date. Aujourd'hui, il y a la Sodexam qui nous permet d'avoir une prévision météorologique. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est son point de vue. Moi, je voulais pas terminer. Nos croyances africaines font qu'aujourd'hui, quand on organise un événement, Zagba est à côté de vous, il est artiste. Zagba, c'est facile d'organiser un concert, de faire 3, 4, 5, 6 C'est dates. facile sur papier. C'est ça. C'est facile sur papier, je ne suis pas contre elle, c'est normal. Sur papier, c'est facile. Et aujourd'hui, on était dans des cas bien précis. Il a donné des exemples bien précis. Aujourd'hui, Zoumana, il a dit d'autres noms. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a cité là, est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir faire ça? Même pas. Mettre en valeur la solidarité, c'est bien bon. On fait quoi? On construit un immeuble 27 portes. Vous avez bien raison, mesdames et messieurs. Alors, j'ai eu grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui dans ce somptueux cadre, dans ce lounge bibliothèque du restaurant Parenthèse. On termine en apothéose avec ce cheesecake revisité. Il est à la pistache, chef Ali Adli, que je remercie encore, Rim Chalabi, la maîtresse, je vous le disais, des lieux qui nous reçoit ici même dans le cadre de cette émission. Et puis j'aimerais remercier la maison Influence by Sam, la magnifique Roland Nana, qui habille avec élégance et décence. La semaine prochaine, une nouvelle table, de nouveaux invités. Nous vous avons écouté, nous avons invité des jeunes. Vous voyez que vous nous suivez sur les réseaux sociaux et nous lisons tous vos commentaires. Merci encore une fois. Et le dîner sans filtre s'invitera chez vous dès que vous nous ouvrirez la porte. À bientôt.